Pratiquement, il avait la stature qu'il a dans Les Valseuses, à 15 ans. Donc il avait une tête de plus que les garçons de son âge. Il s'était fait faire 1 ou 2 tatouages. Alors déjà, à l'époque, avoir un tatouage, c'était être marqué socialement, c'est se distinguer du reste. Et puis, on était dans une ville sage, calme et bien pensante. Donc évidemment, on est toujours le voyou de quelqu'un. Mais lui était plutôt, je dirais, en dehors de la norme que ce qu'on appelle un voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui fait peur, qui agresse des gens. C'était pas ça. Il a bien dû faire 1 ou 2 petits larcins, mais c'était pas bien méchant. J'avais fait quelques petites conneries avant. Enfin, disons que je trempais dans des petits coups comme ça. Normal, l'ennui. C'est l'ennui qui justifie tout ça. Je crois, oui. J'avais pas un mauvais fond. Il dérangeait les gens par son comportement, mais je ne l'ai jamais vu, personnellement, faire quelque chose de répréhensible. Là où je l'ai vu, où il faisait rigoler tout le monde, c'est qu'il attaquait lui-même les policiers. Alors ce qui était très drôle, c'est qu'il y avait des rondes en bicyclette, ça se faisait. Je sautais dans le train directement avec lui et j'étais là à mon tour excité, ne sachant pas du tout ce que j'allais voir, mais enfin je partais. Jacques, c'est toujours 40 balles ton rouge? Vous étiez sûr qu'il allait venir? J'ai jamais eu aucun doute, moi, sur Gérard. Jamais. Jamais. Il y avait chez lui une force et une détermination qui ne m'a jamais... Je me suis jamais posé de questions avec Gérard. On était copains, il était évident qu'il allait venir. C'est à ce moment-là, à l'âge de 17 ans, et en arrivant à Paris, que là, on s'est tous fait poser la question en se disant « Bon, bah, nous, on va tous se diriger vers tel métier ou tel type de vie, et ainsi de suite. Mais lui, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Et beaucoup se disaient « Ou il ne deviendra rien, ou ce sera exceptionnel. » Bon, d'accord, vous étiez convaincu qu'il allait... Les fonctions se sont faites à ce moment-là parce que c'était pas possible qu'il en soit autrement. Squattant chez Michel Pilorget, vivant d'expédients, le fait est que Gérard Depardieu se sent immédiatement à l'aise dans son nouveau costume. Au culot, il se dit apprenti comédien et la petite imposture fait merveille. Au bout d'assez peu de temps, Gérard avait rencontré tout le monde. C'était inouï. La première année, il connaissait Agnès Varda. Par Agnès Varda, il allait rue de Parcieux, je crois qu'elle habitait. Il a rencontré René, il a rencontré tout le monde. C'est incroyable. Et tout... On a commencé à déchiffrer les Caligula. Après, on a déchiffré un poème. Après, j'ai déchiffré Pyrrhus, enfin Andromaque. C'était vraiment tout neuf pour moi. Je savais pas du tout si c'était du lard ou du cochon, ce qu'on me demandait de faire. Démentiel. Parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout. Quand, sur Néron, que dis-je, aimais, j'idolâtre Junie, moi je croyais que Junie jaillissait de l'âtre, du feu. Ça doit être un amour terrible. S'il la voit sortir du feu, il le prend. Alors, voilà, je pensais à ça. Quoi. Finalement, c'était pas loin de la réalité. Lui? Et pas parce que il fallait que je bouscule ou que. Voilà. Gérard s'est exprimé par onomatopée, par borborisme. Comme il ne pouvait pas dire énormément de mots à la suite les uns des autres, le corps s'exprimait. Il faisait des grands gestes, il faisait des mouvements. Avec ce grand corps, cette force qu'il avait, c'était vachement impressionnant. La direction croit devoir avertir Monsieur Gabriel Lafayette que son rythme cardiaque vient de franchir la cote d'alerte. Merci. Ma fou. 4, 3, 2, 1, 0. Cet écorché vif, à qui, comme son père, la parole fait défaut, Jean-Laurent Cochet ne veut pas le laisser en plan. Il expédie alors chez Alfred Tomatis, un spécialiste des troubles de l'audition et du langage, qui avait mis au point une méthode supposée révolutionnaire. Et 20 ans plus tard, Gérard Depardieu en parle encore comme d'un sauveur, sinon comme d'un autre père.
J'ai travaillé avec ce professeur qui a fait une audiométrie, qui a vu ce que je pouvais entendre, ce que je pouvais émettre. Et il a vu aussi mes problèmes de langage, qui étaient que je ne pouvais pas terminer une phrase, ou que j'avais des blocages émotionnels trop violents qui m'empêchaient de communiquer véritablement. Il m'a parlé beaucoup, il m'a fait écouter Mozart. Tous les jours, j'y allais. En général, il faut se servir ces appareils une demi-heure. Moi, j'y allais des après-midi, j'étais sonné après, mais je ne me rendais pas compte. Sonné, mais sauvé. Sauvé par le langage. Sans le langage de Pardieu. Je suis trahi par une perfection tout à fait antinaturelle et qui transparaîtra, j'en suis sûr, à travers tous mes actes. Qu'est-ce que vous dites? T'écrases, Nanette. Réserve ça pour les savants. Ça leur fera tellement plaisir. Ce qui se passe avec Élisabeth reproduit ce qui s'est passé avec les Brossard, puis avec Jean-Laurent Cochet ou Alfred Tomatis. Qu'une telle femme s'intéresse à lui bouleverse Depardieu. Peu de temps après, le 11 avril 1970, Élisabeth et Gérard se marient. C'est ce que Gérard souhaitait, la mairie, l'église et tout le Saint-Frusquin. Il lui faut des signifiants qui la riment, même si ce sont ceux de l'ordre établi. D'ailleurs, dès qu'il en aura les moyens, il deviendra propriétaire d'une maison de famille dans une banlieue bourgeoise à Bougival. Et en attendant, il affirme désirer 1000 enfants, comme s'il disait vouloir être père 1000 fois. Père, il le sera très vite, et pendant quelques années, il pensa possible de fonder ce qu'il n'avait jamais connu, une famille. Je crois beaucoup à la famille. Je crois en tout cas que dans la famille, on peut retrouver les joies de l'enfance et la tribu. Qui était sympathique. C'est moi, c'est ma vie, disait Depardieu de son personnage dans Les Valseuses, sous-entendant que lui aussi avait été un délinquant. Pareil. Quand je l'ai connu, c'était un délinquant, c'est vrai. Mais en même temps, bon, on choisit quand même sa chance. Si tu veux, il a toujours rêvé. Je ne sais pas si les délinquants rêvent vraiment, tu vois. Lui, il rêvait. Sa chance a été d'être assez malin pour comprendre qu'il pouvait être reconnu, je crois, sans passer par ce canal-là, si tu veux, qu'il y avait plusieurs façons. Et qu'après tout, être reconnu en marge, comme l'est un comédien, c'est-à-dire qu'il fait des choses interdites aussi, hein, sur l'écran, bon, mais impunément. Il était assez malin pour le comprendre. Et du jour où il l'a compris, je crois qu'il n'y avait plus de problème, tu vois. À quoi bon attaquer les banques si tu peux les attaquer sur l'écran et avec l'approbation de tout le monde? Braqueur de cinéma, Depardieu apprend très vite à faire grimper le montant de ses cachets et le tournage de 1900 lui confirme qu'il peut désormais être payé comme une star internationale. Bernardo Bertolucci, loin des rumeurs du dernier tango à Paris, tourne 1900 Novecento dans l'enceinte d'une ferme abandonnée. Super production oblige, en tête d'affiche de 1900, un staff qui fait rêver. Dominique Sanda, Burt Lancaster, Robert De Niro et Gérard Depardieu qui a abandonné les cheveux longs des valseuses pour la coupe militaire. Gérard Depardieu, à qui Bertolucci offre certainement l'un des plus beaux rôles de sa jeune carrière. On le fait une, Gérard. Désolé, je ne la voyais pas. J'avais regardé le soleil avant et je ne voyais pas ses yeux. Depuis 1969, Gérard Depardieu a tourné 16 films et créé 5 pièces de théâtre. Depuis un an, il est le jeune comédien français le plus sollicité par les réalisateurs européens. Là où il a fait... Il est rattaché, il se rattache à cette branche-là du cinéma. Gabin Ventura des Trognes. Vous avez un très joli mot pour définir votre emploi. Vous dites « je suis un jeune premier agricole ». Jeune premier agricole, oui, parce que... C'est la tête.
C'est-à-dire que ça soulage des gens de dire jeune premier agricole plutôt que jeune premier. Parce que si maintenant les jeunes premiers sont comme moi, eh ben, qu'est-ce que ça sera dans 20 ans?